Ça, c'est un Google Pixel. À première vue, on dirait un téléphone normal. Mais en réalité, c'est une version modifiée qui a été utilisée par des dizaines de milliers de criminels. They only used a service called Anom. En 2019, il coûtait 2000 $ pièce. Si les criminels sont prêts à payer autant, c'est que cet appareil leur permet d'échapper à toutes les techniques d'interception des forces de l'ordre. Avec ça, ils ont la garantie qu'ils ne peuvent plus être mis sur écoute, ni localisés, ni piratés. C'est ce qu'on appelle un téléphone chiffré. On ne peut pas l'utiliser pour passer des appels ou envoyer des SMS. Par contre, la calculatrice a été modifiée et cache une messagerie chiffrée de bout en bout. Avec ça, les criminels ont la garantie que seul leur destinataire pourra lire leurs messages. Si jamais la police intercepte les données, elle ne pourra pas les décoder. Aujourd'hui, avec WhatsApp au signal, ça paraît la base. Mais là, il y a un truc en plus. Cette messagerie, elle a été conçue par des entrepreneurs sans scrupules qui ne diront jamais rien à la police et qui ont caché leurs serveurs dans des pays exotiques. Pour les criminels, ça, c'est la promesse de l'impunité totale. Du coup, dans les années 2010, ces téléphones se répandent partout dans le monde. On les retrouve dans les mains de la Mocro-Mafia aux Pays-Bas, des Comancheros en Australie ou du cartel de Sinaloa au Mexique. Un à un, les gangs basculent leur flotte d'appareils, mettant la police dans l'obscurité. Mais dans une petite ville de Californie, dans ce qu'on pourrait considérer comme l'épicentre du trafic de drogue aux États-Unis, il y a une équipe locale du FBI qui va avoir une idée un peu folle. Ils se demandent s'il n'y aurait pas moyen de retourner l'arme des criminels contre eux. S'ils parviennent à localiser les serveurs des messageries chiffrées et à créer une porte dérobée, ils pourraient d'un seul coup accéder aux conversations du crime organisé mondial. À l'Amicorp, pour la préparation de nos documentaires, on aime bien développer nos propres automatisations. Et pour ça, notre solution préférée, c'est N8N. Pour ceux qui ne connaissent pas, N8N, c'est un peu comme Zapier, mais en open source. Vous pouvez automatiser n'importe quoi. Envoi de mail, LLM, support client, vous pouvez même combiner ça avec des agents. Et justement, notre partenaire Hostinger est le premier hébergeur à proposer N8N de préinstaller sur leur VPS. Je vous conseille pour ça le KVM2 avec 2 cœurs de vCPU AMD EPIC, 8 Go de RAM et 100 Go de NVMe. En utilisant le code MICODE, vous soutenez également notre émission. En description, je vous laisse également une vidéo d'initiation à N8N que j'ai tournée. Merci à Hostinger et on reprend. Our next speaker is Joseph Cox and it's inside the FBI's secret encryption phone company Anom. Lui, c'est Joseph Cox, un journaliste d'investigation qui a enquêté pendant des années sur les téléphones chiffrés criminels. Il raconte tout dans un livre, Dark Wire. Et tout commence en 2015. La police de San Diego reçoit la visite d'un professionnel de blackjack. Ce dernier vient pour une dénonciation. Un ex-joueur de football américain du nom d'Owen Hanson lui a proposé d'investir 2,5 millions dans ses paris. Il avait trouvé ça plutôt intéressant jusqu'au moment où son interlocuteur avait ouvert devant lui une valise de billets de banque. C'était clairement de l'argent sale et dans cette quantité, ça ne pouvait provenir que d'une certaine activité illicite, du trafic de drogue. Le joueur de blackjack, pas fou, avait quand même accepté la valise de billets, mais il avait tout perdu au jeu et depuis, sa vie était un calvaire. Owen avait menacé de lui trancher la gorge, il avait envoyé à sa femme une vidéo de décapitation et il avait peinturé de rouge la tombe de ses parents. Quand le FBI de San Diego entend cette histoire, ils se disent que c'est une opportunité à ne pas manquer. Ils mettent Owen sur écoute, mais ils vont être assez vite déçus. Ils découvrent des choses intéressantes, par exemple que ce dernier a créé une entreprise de paris illégaux. Ils apprennent aussi qu'il roule en Porsche et qu'il a accroché un AK-47 floqué Louis Vuitton au-dessus de sa cheminée. Mais bizarrement, rien sur le trafic de drogue. Alors finalement, le FBI décide de lui préparer un piège. This is San Diego News Daily.
Owen Hansen is one of 5 suspects arrested for international drug trafficking and money laundering. À ce stade, le FBI ne sait toujours rien du trafic d'Owen. Ils ne savent pas si c'est un indépendant ou un baron de la drogue. Mais au moment où ils l'arrêtent, ils trouvent sur lui un téléphone chiffré. Et pas n'importe lequel. Un Phantom Secure. Il s'agit d'un BlackBerry doté d'une nouvelle fonctionnalité dernier cri, l'effacement à distance. En gros, si un criminel apprend qu'il va être fouillé par la police, il peut envoyer un message au service client et en quelques secondes, toutes ces conversations compromettantes seront effacées. De fait, alors que les agents du FBI retournent à leur QG, un complice d'Owen appelle Phantom Secure pour demander le reset du téléphone. Normalement, la commande a un effet quasi instantané. Mais là, c'est déjà trop tard. En fait, dès qu'ils ont récupéré l'appareil, les agents l'ont mis dans un sac Faraday, une enveloppe métallique qui isole son contenu de tous les signaux extérieurs. Arrivés au QG, les agents essayent de trouver le code de déverrouillage. Ils n'ont que 3 essais, autant dire que ça va être compliqué. Mais ils se souviennent de quelque chose. Quelques mois auparavant, leur agent infiltré avait lui-même commandé un Phantom Secure et le téléphone lui avait été livré avec un mot de passe provisoire, genre 1, 2, 3, 4. Les policiers décident de tenter cette combinaison et ça marche. En fait, Owen venait de changer de téléphone et il n'avait pas encore pris le temps de changer son mot de passe. C'était inespéré et ce petit événement va avoir une suite de conséquences complètement dingues. Les agents copient l'intégralité des conversations et les envoient au procureur adjoint en charge de l'enquête, un magistrat novice du nom d'Andrew Young. On avait confié ce dossier à Young parce que personne d'autre en voulait. En fait, dans le bureau du procureur, tout le monde pensait qu'Owen était d'abord un organisateur de paris illégaux, pas un trafiquant de drogue. Sauf que, en examinant les conversations du téléphone, Young découvre une autre réalité. La première chose qui le frappe, c'est que Owen ne prenait aucune sorte de précaution sur Phantom Secure. En général, les criminels sont un peu parano. Ils partagent seulement les informations qui ne sont pas susceptibles de les compromettre, comme par exemple un point de rendez-vous. Ou alors, ils utilisent un langage codé. Par exemple, au lieu de dire 5 kilos de cocaïne, ils vont dire 50 pneus. Mais là, Owen, c'est pas du tout ce qu'il faisait. Il balançait l'adresse de ses entrepôts physiques, ses numéros de compte bancaire, tous les détails de ses opérations. Young découvre que Owen était en réalité un puissant baron de la drogue. Il s'était associé avec le chef d'un cartel mexicain qui lui livrait chaque mois en Californie des tonnes de cocaïne, d'héroïne et de drogue de synthèse. À la tête d'une vingtaine de bandits, il approvisionnait des grossistes au Canada, aux États-Unis et même en Australie. Il payait une entreprise de chocolat pour cacher de la cocaïne dans ses produits et la poudre était insérée dans des bouteilles de vin, emballées dans des paniers cadeaux et envoyées dans de lointaines contrées par conteneurs. Bref, il rigolait zéro. Young fait arrêter 21 personnes, il démasque l'entreprise de chocolat et fait condamner Owen à 7 ans de prison. Il n'a jamais obtenu des résultats aussi rapidement. Et tout ça, c'est grâce à un Phantom Secure. Du coup, Young, ça le fait réfléchir. Il se dit, qu'est-ce qui se passerait s'il s'attaquait non pas à un téléphone chiffré, mais à tous ? Pour accéder au Phantom Secure, la solution la plus simple est probablement d'obtenir la collaboration du patron de l'entreprise, un Canadien identifié sous le nom de Vincent Ramos. Mais Ramos n'a aucun intérêt à collaborer. Tout son business repose sur une promesse de confidentialité. C'est pour ça que 10 000 criminels payent 6 000 $ par an. Il n'y a aucune chance pour qu'il ouvre la porte à la police fédérale. Reste l'intimidation. Le FBI pourrait menacer Ramos de le mettre derrière les barreaux. Au Canada, malheureusement, il est protégé. Aucune loi ne lui interdit de vendre des téléphones chiffrés, même à des criminels. C'était comme s'il vendait des marteaux ou des armes, il n'est pas responsable de ce que les clients font avec. En revanche, aux États-Unis, il existe une loi très particulière qui s'appelle la loi RICO et qui permet de poursuivre toute personne qui apporte de l'aide à une organisation criminelle. Si le FBI obtenait des preuves, comme quoi Ramos aide consciemment des trafiquants à vendre de la drogue ou à tuer des rivaux, ils auraient un moyen de pression imparable. Partant de là, les forces de l'ordre vont fomenter un piège diabolique. Un beau matin d'hiver, Ramos a rendez-vous avec des prospects dans une chambre d'hôtel de Las Vegas. Il doit rencontrer 5 dirigeants d'entreprise qui ont manifesté leur intérêt pour 200 téléphones.
Ça pourrait être le contrat de l'année. Mais la conversation prend une tournure étrange. 3 of my main guys are in prison. I lost like 50 kilos coming out from Colombia. Okay, you don't have to tell me that, but it's okay. Yeah, well, we're all friends, right? Just saying it out loud. Dans le milieu, il existe normalement une convention. C'est qu'on ne parle pas de ces affaires criminelles, ou alors seulement par allusion. How could we really know that you are okay with the fact that we use it for drug trafficking? You know, we don't know you. That's what I'm saying, you don't know me. But yeah, that's exactly what I am saying, right? We made it. We made it specifically for this too. Comme vous l'avez peut-être deviné, tout ça n'était qu'une mise en scène. Les 5 trafiquants étaient en réalité des agents sous couverture et ils étaient là pour obtenir des aveux. Un an plus tard, le FBI organise un deuxième faux rendez-vous à Las Vegas. Mais cette fois, quand Ramos ouvre la porte de la chambre d'hôtel, il tombe sur des agents en uniforme. Dans la pièce, il y a aussi Young et un officier appelé Nicolas Cheviron. Il montre à Ramos des photos de l'infiltration et lui révèle qu'ils l'ont piégé. Et il lui suggère de gentiment coopérer. Alors ce soir-là, Young s'autorise à rêver. Si tout se passe bien, ils vont pouvoir mettre sur écoute 10 000 criminels d'un coup. Ça va être historique. Mais à 2 h du matin, Ramos se réveille, il regarde autour de lui et il n'en croit pas ses yeux parce que tout le monde était endormi. Alors il sort de l'hôtel, il appelle un complice, il monte dans sa voiture et il fonce vers la frontière canadienne. Sur le trajet, Ramos appelle son équipe et il leur demande de fermer un serveur bien particulier qui aurait facilité l'installation d'une backdoor. Il vient de porter le coup de grâce au projet des Américains. Le lendemain matin, Young et Cheviron comprennent que leur cible a pris la fuite et qu'ils viennent de perdre une bataille. Ils n'auront jamais accès à Phantom Secure. Donc, plan B, ils vont démanteler l'entreprise. Ramos est rattrapé in extremis avant qu'il ne franchisse la frontière et il prendra 9 ans de prison. En parallèle, le FBI obtient du Panama et de Hong Kong la fermeture de plusieurs serveurs. Ils prennent le contrôle de 150 noms de domaine et font flotter l'emblème de l'agence sur la page web officielle. Phantom Secure est mort et 10 000 criminels viennent de perdre leurs moyens de communication. Pour autant, à San Diego, personne ne vit ça comme une victoire. D'ici quelques semaines, les criminels vont se reporter sur une autre marque de téléphone chiffré et le FBI aura fait tout ça pour rien. Mais quelques jours plus tard, Young reçoit l'appel d'un avocat. Ce dernier veut lui transmettre un message très intéressant de la part d'un ex-employé de Phantom Secure. Ramos ne travaillait pas tout seul. Il s'était entouré d'une garde rapprochée, une équipe de distributeurs dont le job était de constituer un réseau de revendeurs criminels indépendants et de les approvisionner. À la nouvelle de l'arrestation de Ramos, tous ces gens avaient pris peur. Ils risquaient tous la prison et certains s'étaient vus geler leurs comptes bancaires. Ceux qui étaient aux États-Unis essayaient de fuir à l'étranger. Mais parmi eux, il y en a un qui a décidé de faire volte-face et d'aller parler au FBI. L'avocat raconte à Young une histoire de dingue. Son client, qui s'appelle Avgu, avait développé un projet personnel un peu particulier. Il avait conçu un nouveau téléphone, baptisé Anom, et destiné à supplanter le vieux Phantom Secure. Il avait déjà créé l'essentiel du logiciel et de l'infrastructure réseau, mais au vu de sa situation, il préférait renoncer à son entreprise. En fait, il voulait proposer au FBI un deal. Contre de l'argent et une réduction de peine, il voulait leur offrir Anom. Au début, Young et Cheviron ne savent pas trop quoi en penser. Pendant des mois, ils avaient essayé de forcer l'entrée d'une messagerie criminelle et ils n'avaient pas réussi. Mais là, il y a quelqu'un qui leur propose une alternative un peu folle, de prendre eux-mêmes la tête de l'entreprise. Si ça marchait, ils pourraient avoir un accès total aux conversations de milliers de personnes. Mais est-ce que tout ça est bien sérieux quand même ? À ce stade, Anom, c'était une start-up, pas une entreprise fonctionnelle. Il faudrait acheter des milliers de téléphones, sous-traiter l'implantation de logiciels, créer une chaîne logistique, louer des serveurs, payer les développeurs pour assurer les mises à jour. Bref, tout ça allait coûter des millions de dollars. Le FBI pourrait peut-être jouer le rôle du business angel, mais rien ne disait que la hiérarchie allait suivre un truc aussi débile. Il y avait aussi un obstacle légal. Quand un policier veut mettre quelqu'un sur écoute, la première chose qu'il doit faire, c'est demander une autorisation au ministère de la Justice. Mais là, Young et Cheviron, ils voulaient pas seulement mettre sur écoute un criminel. Ils voulaient espionner des milliers de personnes en même temps.
pas sûr que les fonctionnaires de Washington apprécient la démarche. Et finalement, même s'il validait toutes ces étapes, il devrait encore affronter un risque majeur, celui de l'échec commercial. Dans un marché déjà saturé, rien ne présage que les criminels allaient choisir Anom. Young et Cheviron allaient jouer leur temps, leur argent et peut-être même leur job. Mais ils repensent à Owen Hanson et tous les secrets qu'il partageait comme ça sur son téléphone. Ils se disent que c'est la chance de leur vie. Alors, ils proposent à Avgoo un salaire de $120 000 plus $60 000 de notes de frais et en échange, il doit obtenir un premier résultat concret, un téléphone et une backdoor made by FBI qui marche. Pour créer la backdoor, Avgoo décide de faire appel à des développeurs freelance à l'étranger, mais il ne veut pas leur dire la vérité. Il ne faut en aucun cas que tous ces gens découvrent qu'ils bossent pour une entreprise criminelle, ou encore pire, pour le FBI. Pour l'éviter, il met en place un montage sophistiqué. Il commence par créer une société écran à Dubaï. Officiellement, il s'agit d'une start-up qui viserait à créer une nouvelle messagerie d'entreprise. Ensuite, il recrute des développeurs et des chefs de projet à distance au Bangladesh et en Inde. Il fait en sorte que toutes les communications passent par lui. Comme ça, personne ne peut avoir la big picture. Et finalement, il leur explique qu'ils vont développer une messagerie chiffrée un peu particulière. Une messagerie qui serait dotée d'une fonction d'archivage. Ce genre de messagerie existait déjà. Elles étaient développées par des entreprises comme Google ou Wicker pour répondre à un besoin spécifique. Les banques, par exemple, avaient besoin de garder une trace de toutes les conversations de la boîte. En cas d'enquête pour délit d'initié, elles devaient pouvoir ressortir des conversations de salariés concernés. Du coup, la solution, c'était que les messages étaient toujours chiffrés de bout en bout, mais qu'à chaque envoi, ils étaient aussi copiés et transmis à un troisième destinataire, un serveur d'archives. C'est littéralement une backdoor, et Avgoo dit à ses troupes que c'est ça qu'ils vont faire. Mais la vraie préoccupation du FBI, c'était d'obtenir un produit suffisamment bon pour trouver un public. Et de fait, il faut réussir à créer le meilleur téléphone du marché. Aujourd'hui, il existe un système d'exploitation de référence en termes de confidentialité, c'est Graphene OS. C'est un dérivé d'Android qui a été conçu pour empêcher le téléphone d'envoyer tout un tas d'informations à Google. Même Snowden le recommande. Mais le FBI a décidé d'aller encore plus loin en créant leur propre système, Arkane OS. Ils ont pris Graphene OS et ils ont encore enlevé un maximum de bouts de code de Google. Ils ont supprimé tout ce qui concernait le GPS pour rendre toute localisation impossible et à l'inverse, ils ont ajouté des nouvelles fonctionnalités. D'abord, ils ont créé un écran d'accueil factice pour tromper la vigilance des policiers. Quand on déverrouille le téléphone, on arrive sur un écran des plus classiques, avec des applis comme Candy Crush ou Tinder. En réalité, aucune de ces applications ne fonctionne, sauf une, la calculatrice. En apparence, cette calculatrice n'a rien de particulier. On peut d'ailleurs l'utiliser pour faire des calculs, mais si vous saisissez la bonne combinaison de chiffres et que vous appuyez longtemps sur la touche égale, la messagerie apparaît. La calculette est en fait une interface de saisie de mot de passe pour Anom. C'est assez dément. Et si jamais quelqu'un teste une autre combinaison en appuyant toujours longtemps sur la touche égale, cette fois, le téléphone s'efface complètement. Si on reste sur la messagerie, c'est en elle-même un petit bijou de technologie. Elle est équipée d'une fonction d'effacement de la mémoire, mais aussi d'une option de disparition automatique des messages, et d'un coffre-fort pour stocker ses fichiers les plus sensibles. Plus tard, on pourra aussi y retrouver un brouilleur de voix pour les messages vocaux et un pixeliseur pour masquer des visages. C'était vraiment le WhatsApp du crime. Le téléphone est maintenant prêt à être produit en série. À Hong Kong, un sous-traitant se prépare à acheter des milliers de Google Pixel pour implanter le logiciel en masse. Mais il ne le fait pas encore parce qu'il reste une dernière étape à valider. Il faut un tampon du FBI et du ministère de la Justice. Young et Cheviron réfléchissent et ils se disent que pour convaincre leurs supérieurs, ils vont avoir besoin de plus qu'un exposé abstrait. Ce qu'il leur faudrait idéalement, c'est des preuves que ça marche. Or, il se trouve que depuis le début de l'opération Anom, il y a un pays allié qui travaille avec eux et qui n'a pas les mêmes contraintes. C'est l'Australie. L'Australie, ce serait le territoire parfait pour un test grandeur nature. Là-bas, le crime organisé avait massivement adopté les téléphones chiffrés. Mieux, des milliers de personnes avaient été laissées orphelins par la chute de Phantom Secure. Il y avait donc une place à prendre.
Maintenant, comment convaincre des criminels australiens d'acheter leurs produits? L'AFP, la police fédérale australienne, pourrait faire de la vente directe. Il pourrait par exemple utiliser des agents infiltrés pour démarcher des criminels incognito. Mais s'ils font ça, ils s'exposent à des poursuites. Un jour ou l'autre, des avocats pourraient les attaquer pour escroquerie, pour avoir vendu des téléphones faussement confidentiels. Donc, ils doivent trouver autre chose. En fait, le mieux, ce serait que les téléphones se vendent tout seuls. Or, il se trouve que dans cette industrie, on utilise une méthode qui pourrait parfaitement coller. La vente multiniveau. Dans les entreprises concurrentes, on déléguait la vente à des professionnels, appelés distributeurs, qui s'appuyaient eux-mêmes sur des revendeurs, qui pouvaient avoir eux-mêmes leurs affiliés. Et chaque étage prenait une commission sur les ventes du niveau inférieur. On dirait un peu un Ponzi. Sachant ça, le FBI, l'AFP et Avgu se disent qu'ils n'ont qu'une chose à faire, ils doivent trouver un criminel influent et le placer en haut de la pyramide. Il se trouve que lorsque Avgu bossait chez Phantom Secure, il avait collaboré avec un trafiquant australien du nom de Domenico Catanzariti. C'est un trafiquant de coke affilié à la 'Ndrangheta et ce qui est intéressant, c'est que Catanzariti avait essayé de faire fortune dans la vente de téléphones chiffrés. Donc, Avgu l'appelle, il lui dit qu'il a créé un nouveau produit prometteur et il lui envoie une dizaine de téléphones gratos pour qu'il puisse tester. C'est la première fois qu'un criminel va toucher au téléphone Anom. Alors Avgu, il prie pour qu'il morde à l'hameçon. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Catanzariti, lui, il a les crocs. Parce que depuis la fin de Phantom Secure, il gagne plus une thune. Il n'a pas su rebondir. Du coup, quand il découvre le nouveau bijou de technologie, il se dit que c'est l'opportunité de sa vie et il se met à en vendre. Et il y va à fond. Il en place 5, puis il recrute 2 autres revendeurs et à eux 3, ils en vendent 50 de plus. Et au même moment, à Canberra, une cellule de renseignement analyse tous les messages entrants. Et ils n'en reviennent pas. 100% des clients utilisent leur téléphone pour parler de crime. Le plus fascinant pour les policiers, c'est qu'ils n'ont aucun tri à faire. D'habitude, quand ils font des écoutes téléphoniques, ils peuvent passer de longues heures à écouter les scènes de la vie quotidienne sans intérêt. Mais là, tout est pertinent. Ça ne parle que de trafic d'armes, de livraison de drogue, de règlement de compte. C'est inespéré. Toute cette information leur donnait très envie d'intervenir sur le terrain. Si on prend les messages de Catanzariti par exemple, il exposait une multitude de détails sur ses cargaisons de drogue. L'AFP avait juste à lever le petit doigt pour tout intercepter. Mais le truc, c'est que s'il faisait ça sans réfléchir, il risquait d'éveiller les soupçons. Si la police se met à intervenir à chaque fois qu'elle le peut, les criminels vont très vite comprendre d'où vient la fuite et un homme serait grillé. Donc ils réfléchissent et ils décident de faire comme les Alliés pendant la guerre avec Enigma. Ils ne vont intervenir que s'ils sont capables de dissiper les doutes. Typiquement, Catanzariti avait fait mention d'une cargaison de 18 kg de cocaïne dissimulée dans des machines à souder à l'aéroport d'Adélaïde. L'AFP décide donc d'intervenir discrètement. Ils appellent les douanes et quelques jours plus tard, ces derniers vont effectuer un faux contrôle aléatoire. Ils vont passer les machines à souder sous rayon X et les trafiquants se diront que c'était un simple coup de malchance. Avec ce genre de combine, les policiers vont quand même pouvoir multiplier les saisies de drogue. Ils se retrouvent avec constamment une longueur d'avance sur les criminels du pays. Mais un homme leur réserve quelque chose d'encore mieux. Avec l'augmentation exponentielle du nombre de messages, les Australiens peuvent commencer à cartographier le crime organisé. Ils vont lever le voile sur une réalité qu'ils n'imaginaient pas. En Australie, tout le monde s'accordait à dire que la menace numéro 1, c'était les gangs de motards hors la loi. Mais sur Anom, la police australienne met à jour la présence d'un réseau criminel autrement puissant, celui de la Ndrangheta. Il trouve 51 clans calabrais regroupant chacun des centaines, voire des milliers de membres. C'est comme si, à côté des bikers, un réseau jumeau avait tissé sa toile sans faire de bruit. Le plus fascinant, c'est que ces deux réseaux travaillaient ensemble, ou plus précisément, les Italiens faisaient travailler les autres. Ils étaient arrivés avec beaucoup d'argent et avaient créé des autoroutes pour la cocaïne. Ensuite, ils avaient délégué la livraison et la violence aux gangs de motards. Les Calabrais contrôlaient les bikers et cette information, pour les autorités, ça valait de l'or. Ce que les Australiens réussissent à faire avec Anom, ça commence à faire pâlir d'envie le FBI. Ils brûlent de pouvoir l'utiliser dans le reste du monde. D'autant que les téléphones commencent à se répandre à l'étranger, par capillarité. Mais avant de pouvoir lancer Anom à grande échelle, ils vont devoir affronter des obstacles inattendus.
l'administration américaine et le problème des meurtres. L'officier Cheviron présente le projet à ses supérieurs du FBI et ils sont super enthousiastes. Vu les résultats d'Anom en Australie, ils sont prêts à jouer les investisseurs et à affecter autant d'effectifs que nécessaire à l'opération. En revanche, du côté du département de la justice, c'est différent. Young doit obtenir le soutien de toute la ligne hiérarchique, du procureur de San Diego jusqu'à Washington. Et à chaque échelon, il va se heurter à une opposition féroce. Ses interlocuteurs lui font tous la même objection. Les criminels vont utiliser Anom pour préparer des meurtres. Or, si des gens meurent à cause d'Anom, les médias vont l'apprendre, ils vont identifier les juges qui ont accepté ça et ils vont les clouer au pilori. Et nos amis fonctionnaires, ils veulent pas risquer leur carrière pour si peu. En fait, Young réalise que tous ces gens ont été traumatisés par un événement qui a eu lieu quelques années plus tôt, l'opération Fast and Furious. President Obama's Watergate is how some critics are describing the growing controversy over the Fast and Furious gun walking program. En 2010, la CIA avait imaginé un piège pour identifier la cachette du chef du cartel de Sinaloa. Ils avaient incrusté des balises GPS dans des armes à feu et ils les avaient vendues à des fournisseurs du cartel. Leur plan, vous l'avez deviné, c'était de suivre les marchandises jusqu'au QG des Big Boss. Sur le papier, c'était brillant, sauf qu'ils avaient négligé un élément essentiel. Ils n'avaient pas pensé à la durée de vie des batteries. 3 jours plus tard, les GPS s'étaient éteints et la CIA se mordait les doigts. Mais le pire était encore à venir. Ils avaient vendu 2000 fusils d'assaut numérotés à des criminels et ils n'avaient plus aucun moyen pour les récupérer. Résultat, certains ont servi pour massacrer des civils au Mexique et même à tuer un garde-frontière américain. C'était un fiasco complet. Au Congrès, l'opposition républicaine a crié au scandale. Obama a été sommé de s'expliquer et des têtes sont tombées. Celui qui avait autorisé cette opération, le procureur de l'Arizona, a dû démissionner. Aux yeux des fonctionnaires de Washington, Anom ressemble beaucoup trop à cette opération Fast and Furious. Il s'agit encore une fois de vendre un outil aux criminels, un outil qui pourrait servir à tuer sur le sol américain. Donc, il multiplie les réunions et il passe le dossier de bureau en bureau pour les décourager. Mais Young et Cheviron, ils s'obstinent. Ils rappellent que Anom n'est pas une arme et qu'ils vont pas particulièrement soutenir l'activité criminelle. Si les trafiquants n'utilisent pas leur messagerie, ils vont en trouver une autre. Donc ça va rien changer. Ils ajoutent aussi que si jamais ils détectent des projets de meurtre, ils vont appliquer le même protocole que pour les écoutes téléphoniques. Ils déclencheront un plan de sauvetage. Enfin, ça c'est ce qu'ils disent à ce moment-là, parce qu'ils se doutent pas encore de ce qui va leur tomber sur la gueule plus tard. En attendant, Young et Cheviron, ils font face à une ultime objection. Avec Anom, ils s'apprêtaient à marcher sur la vie privée de milliers de citoyens américains. Normalement, à chaque fois que la police souhaite mettre quelqu'un sur écoute, elle doit obtenir une autorisation du ministère de la Justice. Mais là, ils voulaient un accord général pour faire de l'espionnage de masse. D'accord ? En Australie, les clients d'Anom étaient à 100% des criminels. Mais il n'y avait aucune certitude que ce soit toujours le cas. Donc nos amis doivent accepter d'exclure les États-Unis de leur projet. Par défaut, ils filtreront les Américains et si jamais ils veulent accéder à leur conversation, ils devront suivre la même procédure fastidieuse que pour une mise sur écoute. Cette décision étant prise, Young et Cheviron peuvent enfin lancer Anom à San Diego. Une des premières choses qui étonnent les analystes du FBI, c'est de voir combien les criminels sont satisfaits de leur téléphone. Ils se croient tellement malins d'avoir trouvé un appareil sans GPS et avec des options comme le coffre-fort. Pour les analystes, c'est assez jouissif de voir ça parce que, en réalité, chacune de ces fonctionnalités cache un secret. Le tracker GPS n'existe plus à l'écran, mais en fait, il est bien là, caché dans le hardware. En fait, à chaque fois qu'un criminel envoie un message, il transmet sans le savoir ses coordonnées géographiques. Quant au coffre-fort, c'était un piège pour inciter les criminels à partager leurs secrets les plus sensibles. Les agents commencent à récupérer des documents, comme la comptabilité des entreprises de façade, des noms de sociétés écrans, des numéros de comptes bancaires. C'est une véritable mine d'or. Plus tard, d'autres options factices vont être ajoutées, comme le brouillage de la voix ou la pixelisation des visages. Et chacune d'entre elles aura le même but, inciter les criminels à partager toujours plus de données.
Avec tout ça, bien qu'il n'y ait pour l'instant que quelques centaines d'utilisateurs, les agents font déjà face à des dizaines de milliers de messages, de photos et de documents à analyser. Heureusement pour eux, la direction technique du FBI leur a concocté un logiciel d'analyse super puissant, Hola iBot. Au centre, entouré d'un cercle rouge, leur personnage d'intérêt. Si on clique dessus, ça ouvre sur le côté une sorte de profil Facebook avec sa dernière localisation, ses photos et un résumé de ses conversations. Ensuite, si vous voulez en savoir plus sur son réseau, vous avez accès à sa toile de contact et vous pouvez cliquer sur n'importe lequel d'entre eux. Grâce à ça, les agents sont capables de mapper hyper rapidement des syndicats du crime. Ils affichent sur leur mur des organigrammes, 2, puis 6, puis 25, mais assez vite, ils se rendent compte qu'il y a une région qui reste désespérément dans l'ombre. Il y a pour l'instant très peu de clients européens. En fait, ils auraient besoin de faire comme en Australie. Il faudrait trouver un trafiquant avec un super réseau et qui a envie de vendre des téléphones. Avgoo cherche donc quelqu'un dans son réseau. Malheureusement, quand il était chez Phantom Secure, il avait surtout travaillé avec des trafiquants australiens, pas européens. Mais par chance, il se trouve que l'un d'entre eux a fui l'Australie pour s'installer à Istanbul et que de là, il a étendu la surface de son business. Cet homme, c'est Hakan Ayik. Ayik, il a 3 fois l'envergure du précédent, Catanzariti. C'est le chef d'un cartel de 9 trafiquants qui contrôle un tiers de l'importation de coke en Australie. C'est l'homme le plus recherché du pays. Ayik, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler un influenceur du crime. Il utilise sa notoriété pour vendre des téléphones chiffrés à des barons de la drogue. Donc, c'est le pigeon parfait. Mais la partie va pas être si simple pour lui, parce que contrairement à l'Australie, le marché européen est saturé. Grosso modo, il y a 2 géants qui se partagent le gâteau, c'est Sky et EncroChat. Ils ont chacun plus de 60 000 utilisateurs, ils occupent tout l'espace et donc pour l'instant, la situation paraît bloquée. Sauf que la police européenne a préparé au FBI une petite surprise. En juin 2020, les 60 000 utilisateurs d'EncroChat reçoivent un message d'alerte. Emergency. For Encro users, we can no longer guarantee the safety of your device. We recommend that you immediately turn off your device and physically dispose of it. EncroChat venait d'être piraté par la gendarmerie française. Avec l'aide des Néerlandais et des Belges, les Français ont localisé un serveur d'EncroChat à Roubaix, dans un data center d'OVH. Et ce serveur, c'était pas n'importe lequel. C'était celui responsable des mises à jour. Donc, ils ont pu détourner le processus d'update pour implanter un malware dans tous les téléphones. Grâce à ça, ils ont pu récupérer l'intégralité des conversations et créer une copie de tous les nouveaux messages. Pour le coup, EncroChat a essayé de répliquer, ils ont fait une mise à jour de sécurité, sauf que à peine le pansement installé, les forces de l'ordre renvoient un nouveau malware. Bref, l'entreprise était foutue et ils n'avaient plus le choix que de s'auto-détruire. Perquisition en force, un vrai coup dur pour les trafiquants. EncroChat, c'était la marque la plus populaire d'Europe du Nord. Ils avaient équipé 10 000 personnes au Royaume-Uni, 12 000 aux Pays-Bas et des milliers d'autres en Norvège et en Suède. Il y avait clairement une place à prendre. Mais Ayik a un problème. Il manque de revendeurs pour pousser le produit. À cause de ça, un homme risque de laisser Sky prendre toute cette place. Sauf que, une semaine après la chute d'EncroChat, Ayik reçoit une visite inattendue. C'est un trafiquant serbe ultra violent qui a pris l'avion depuis Stockholm pour lui proposer un pacte. Cet homme, il va jouer un rôle décisif dans notre histoire. Et pour commencer, c'est lui qui va tout faire exploser. Il s'appelle Maximilian Rifkin, mais dans le game, tout le monde l'appelle Microsoft. En Suède, il multiplie les opérations pour importer de la drogue. Un jour, il paye des chalutiers pour larguer de la coke colombienne en mer du Nord. Un autre, il finance des camions espagnols pour transformer des méthamphétamines dans des meubles ou dans des carreaux de carrelage. Il est assez puissant pour privatiser un aérodrome ou pour faire injecter des précurseurs chimiques dans des canettes de soda. Bref, c'est pas un rigolo. Et il vient offrir à Ayik tout son réseau. Microsoft revendait déjà des téléphones chiffrés. Mais quand EncroChat s'était effondré, il avait flairé un bon coup avec Anom.
leur téléphone pouvait faire un tabac et lui, il avait peut-être une chance de se placer tout en haut du système de vente multiniveau. Donc à Istanbul, il fait un deal avec Aik. Il obtient la place de numéro 2 dans la pyramide et il repart avec des dollars dans les yeux. Il commence par s'attaquer à l'un des plus gros clusters du crime organisé en Europe, Stockholm. Dans cette ville qui est la deuxième la plus meurtrière du continent, il y a des milliers de clients potentiels. Et pour se tailler une place contre Sky, il va adopter une méthode plutôt agressive. D'abord, il recrute une dizaine d'agents et il leur dit « on va casser les prix ». Un abonnement à Phantom Secure, ça coûtait dans les 7000 $ par an. Sky, c'est plutôt 1000-2000 $. Et ben nous, on va vendre nos téléphones 600 $, avec 6 mois de souscription gratuit. Et s'il faut distribuer des téléphones gratuitement, on le fait. Tout ce qui compte pour l'instant, c'est de se faire connaître. Mais ça va pas marcher si bien. En fait, pas mal de criminels sont traumatisés par ce qui s'est passé avec EncroChat. Et ils cherchent une valeur sûre. Ils veulent un téléphone dont les serveurs sont pas en Europe. Et avec Anom, ils n'ont pas cette garantie. Donc, Microsoft monte la pression. Il organise des campagnes de dénigrement contre Sky. Et il diffuse des rumeurs comme quoi leur serveur serait au Canada, pays des Five Eyes, et que leur téléphone serait peut-être déjà piraté. Comble de l'ironie. Et finalement, il rentre dans une logique des territoires. Si quelqu'un a le malheur de vendre des téléphones sur son terrain, il suggère de l'éliminer, tout simplement. Et visiblement, ça paye. Anom grandit en Suède, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et en quelques mois, le nombre d'utilisateurs passe de 1500 à 3000. À San Diego, les agents du FBI n'en reviennent pas. Ils avaient confié la vente à 2 bandits et grâce à ça, la petite start-up était en train de devenir un empire. En plus, c'est eux qui faisaient tout le boulot de vente. Aik et Microsoft recrutaient d'autres trafiquants qui eux-mêmes vendaient les téléphones à leurs équipes et leurs sous-traitants et le système s'auto-alimentait. En revanche, côté analyse, les Américains vont devoir monter en charge. Ils embauchent une centaine d'analystes et de traducteurs, ils déménagent dans des locaux plus grands et vont diviser l'espace par spécialisation géographique. Désormais, chaque nouvelle recrue est briefée sur une région précise, ses syndicats du crime, ses jargons et les schémas de comportement déjà repérés. Pour autant, cette augmentation des volumes, c'est aussi une source de stress. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le FBI s'était engagé à détecter tous les projets de meurtre. Sauf que plus il y avait d'utilisateurs, plus il y avait d'assassinats à déjouer. Au point où à un moment, ça va devenir hors de contrôle. Il y a une équipe qui consacre ses journées à détecter ce qu'ils avaient baptisé les projets d'atteinte à la vie. C'est pas seulement les projets d'assassinat, il y a aussi les kidnappings, les bombes et les passages à tabac. Et leur difficulté, c'est qu'ils doivent parfois réagir très vite. Ils reçoivent 3 batchs de données par semaine et dans chacun d'entre eux, il peut y avoir des meurtres prévus pour le surlendemain, voire le lendemain. Pour tenir le rythme, ils s'appuient en particulier sur les flux d'images. En fait, il y a beaucoup de criminels qui ont la fâcheuse habitude de partager des photos pour préparer leur coup. Ça peut être un cercle rouge autour d'une cible à abattre, ou la photo de l'arme du crime, ou même une liste de cuisine pour créer un explosif. Bref, parfois, les policiers tombent même sur des photos de visages tuméfiés ou des corps ligotés dans des caves. Et donc là, ça veut dire qu'il faut pas traîner. Vous vous en doutez, le FBI, il n'intervient pas directement sur le terrain. Il transmet les infos aux pays concernés en passant par l'attaché d'ambassade et ensuite, normalement, c'est la police locale qui décide ce qu'il faut faire. Soit appeler la victime pour la prévenir ou alors essayer d'arrêter le tueur à gages. Sauf que parfois, les délais ils sont tellement courts qu'ils n'ont même pas le temps de faire ça et ils peuvent juste envoyer une voiture de police sur le lieu prévu pour le crime avec le gyrophare pour essayer d'effrayer les comploteurs. Le truc, c'est que ce flux d'informations, il ne s'arrête pas d'augmenter. Dans les équipes, on commence vraiment à craindre le pire, qu'il y ait un de ces projets de meurtre qui finisse par leur échapper. En août 2020, dans une conversation Anom, quelqu'un partage la photo d'une personne vue de dos entourée d'un cercle rouge. Il s'appelle Sacha et on veut l'assassiner. Sacha, c'est un jeune de 20 ans connu de la police suédoise. 6 mois plus tôt, en février 2020, il a pris une balle qui l'a mis dans le coma. En mai, la police l'avait appelé pour le prévenir qu'il était à nouveau en danger. Mais il avait refusé toute aide. Cette fois, ses ennemis ne veulent pas le rater.
Sur un homme, ils trouvent un tueur, ils choisissent l'arme, un pistolet calibre 7,65 mm, et ils fomentent un piège. Ils savent que Sacha fait confiance à sa famille et ses amis, et ils vont retourner ça contre lui. We're doing it on Friday, bro. We will reward you greatly. Okay, bro, it will be Friday or Saturday. Have to go tomorrow and plan. Un mois plus tard, Sacha retrouve un ami sur un pont de Stockholm. Ce dernier l'a invité à fêter son anniversaire avec un troisième copain. Sur le pont, il y a des cyclistes qui les dépassent de temps à autre, mais à part ça, il n'y a personne. Et soudain, au milieu du chemin, un de ses deux amis sort un flingue et lui tire dessus à bout portant. Il y a une balle qui traverse sa joue droite, il s'enfuit et 3 coups seront tirés dans son dos. Now the suite is gone. I am so happy, bro. Ha ha ha. Tout avait été préparé sur un homme. Tout avait transité sur les serveurs de Lituanie et de San Diego, mais le FBI n'avait rien vu. En fait, les Américains n'arrivent plus à suivre le rythme. Il y a maintenant des millions de messages qui leur parviennent en néerlandais, en allemand et en suédois, souvent dans un argot particulier, et ils n'ont pas les capacités de traduction. Pour remédier à cette situation, il y a une piste qu'ils ont toujours écartée, c'est de partager le logiciel Hola iBot avec les pays étrangers. Jusque-là, ils ne voulaient pas en entendre parler parce qu'ils avaient peur des fuites. Il aurait suffi qu'un seul policier trahisse le secret d'un homme ou qu'un pays intervienne trop lourdement sur le terrain et toute l'opération était terminée. Le truc, c'est qu'à ce stade, ils ont absolument plus le choix. Donc, ils vont partager la boule de cristal avec les 3 pays, mais à 2 conditions assez intéressantes. D'abord, ils auront interdiction d'utiliser les infos comme preuve dans des enquêtes. Pourquoi ? Parce que s'ils font ça, ils devront dire la vérité sur un homme. Ensuite, ils doivent prendre le relais du FBI sur les meurtres et les sortir de cette situation. En Suède, quand la police découvre Hola iBot, ils sont mais comme des fous. C'est l'arme la plus puissante qu'on leur a jamais donnée contre le crime. Sauf que quand ils parcourent pour la première fois les conversations, ils découvrent justement que quelques semaines plus tôt, il y a eu ce drame, l'assassinat de Sacha. Sa mort aurait pu être évitée, mais personne n'a rien vu. Ce qui fait désormais peser une immense responsabilité sur leurs épaules. Le truc, c'est que en surveillant les messages, ils vont justement faire une découverte terrifiante. Il y a un baron de la drogue appelé Microsoft qui utilise un homme de manière compulsive et il semblerait qu'ils sont en train de planifier des meurtres dans toute l'Europe. Donc, ils sont déjà dans la merde. Et c'est pas tout. Avec les autres polices d'Europe, ils vont découvrir une réalité glaçante. Le trafic de drogue en Europe a pris une ampleur qui dépasse tout ce qu'ils pouvaient imaginer. En gros, leurs connaissances sur le crime organisé sont complètement obsolètes. Les mafias et autres organisations criminelles ont muté pour devenir beaucoup plus résistantes et violentes que jamais. Toutes ces découvertes qu'on a pu faire sur le crime en France et en Europe grâce à ces messageries, on vous les raconte dans la suite de cette vidéo qui se trouvera juste ici.